et les enjeux de la crise ou les différentes crises que vit ou qu'a vécu la République démocratique du Congo depuis sa création. Mesdames et messieurs, nous allons aborder plusieurs aspects liés à cette thématique principale, notamment les aspects juridiques, la corrélation entre ces enjeux et la situation actuelle, particulièrement la partie orientale de la République. Bienvenue dans cette émission Entre les lignes. Dans ce numéro spécial, on reçoit pour vous Monsieur Basile Diatezoa. Il est chercheur, il est aussi amoureux de son pays. Il est toujours posé de nouvelles pour que la RDC puisse se tirer d'affaire de tous ces problèmes que nous rencontrons. En tout cas, c'est un plaisir immense d'être encore une fois en face de vous dans cette émission. Bienvenue à vous. Merci. Moi aussi, c'est un plaisir de partager nos réflexions en commun pour essayer d'éclairer un peu l'opinion sur les différentes problématiques de notre pays. Alors, Monsieur Basile Diatezoa, l'opinion est en train de nous suivre. On va commencer par d'abord décrypter notre thématique du jour. Quand on parle de la communauté internationale et les enjeux des crises congolaises, pour la population lambda qui nous suit, voudrait comprendre le sens de notre message. Le sens de notre réflexion commune, c'est que notre territoire, notre pays, notre État, étant construit de la communauté internationale. À la conférence de Berlin, 14 pays et 14 puissances de cette époque, en majorité des pays européens, ils ont créé l'État du Congo. Ce n'est pas une œuvre des Congolais. C'est une œuvre de ces 4 puissances de l'époque, dont la communauté internationale, qui ont pris cette initiative de constituer sur ce territoire un État qui est l'État du Congo. L'occasion de se partager l'Afrique, comme on le dit, se sont partagés l'Afrique. C'est le site. Non, à la conférence de Berlin, oui. Le territoire du bassin Congo, donc notre espace, avait une spécificité, disons, particulière. Là. Donc, c'est le seul territoire qui n'était pas destiné à être une colonie. Qu'on remettait, par exemple, à telle puissance qui assistait à cette conférence, le Congo avait un statut particulier, le seul territoire qui avait ce statut particulier. C'est-à-dire qu'on crée un État, l'État du Congo, et toutes ces puissances qui étaient à la conférence de Berlin se sont mis d'accord pour créer sur ce territoire du bassin Congo un État du Congo. Et en posant évidemment des critères, des conditions de création, la libre circulation, disons, des activités économiques, dont le commerce. C'était ça, au fond, l'objectif principal. Et évidemment, lutter contre l'esclavagisme. Il y avait donc cet aspect philanthropique pour civiliser les nègres qui vivaient dans cet espace. Mais l'objectif fondamental, c'était le commerce. Créer un espace économique qui appartient à la communauté internationale, donc ceux qui ont créé cet espace-là, cet État. Donc voilà un peu la spécificité du Congo. Le Congo était un État indépendant à l'époque déjà. On a remis, donc, ce groupe de 14 puissances ont remis au roi Léopold II, qui était le roi des Belges à cette époque, on lui a remis le tutorat pour gérer cet État.
Et lui, il a nommé cet État, donc, l'État indépendant du Congo. Et il s'est couronné le roi souverain de ce territoire, de cet État. Ce n'était pas le peuple, les autochtones qui étaient souverains, mais c'était lui qui était souverain, qui avait le pouvoir de gérer cet État, à condition d'assurer le commerce pour tous ceux qui pouvaient venir sur ce territoire. Pourquoi seulement le Congo? Pourquoi seulement cet espace du centre d'Afrique? Quelle était la raison principale pour laquelle ils ont choisi la région d'Afrique centrale? Ils pouvaient choisir le nord, tout comme le sud. Pourquoi simplement le nord? C'est parce que, vous savez, à cette époque-là, le capitalisme émergent, donc le commerce, c'était surtout les mers, donc les voies navigables, la mer, les fleuves, ainsi donc. Il y avait deux bassins, le bassin du Niger et le bassin du Congo. Et pour le bassin du Congo, ils ont vu que c'était un grand espace, il y avait vraiment une opportunité pour les activités économiques. C'était un grand espace, donc il a fallu, disons, donner un cadre spécial pour cet espace qui était donc en quelque sorte une propriété de la communauté internationale pour des activités économiques, pour le bien-être de l'humanité. Voilà un peu l'esprit. Depuis 1885, oui. Le Congo appartenait à la communauté internationale, oui. N'appartenait pas aux autochtones. Non. On n'a pas quelque part bafoué un peu le droit des propriétaires terriens. Mais est-ce que nous, on était présents à Berlin? Est-ce que les nègres, les indigènes étaient présents à Berlin? Non. Nos chefs coutumiers n'étaient même pas présents. Donc, ça a été, disons, sans notre volonté commune. C'était les intérêts des puissances de l'époque. Ils ont dit, bon, on va civiliser ces nègres qui étaient à l'état que eux estimaient état arriéré, sauvage, qui étaient victimes de l'esclavagisme. Et puis, comme il y a des opportunités économiques avec les fleuves, les voies navigables, tout ça là, bon, on en fait un État, mais qui dépendait de la communauté internationale. Donc, pour les intérêts de l'humanité. C'était ça. Alors, parlez-nous de quelques aspects juridiques, parce que là, on a évoqué l'aspect historique. Quels sont les aspects juridiques qui ont justement impliqué cette décision de faire du Congo la propriété de la communauté internationale? Quels sont les aspects juridiques qui ont Mais d'abord, dans la culture occidentale, quand vous organisez une entité politique, il faut un ordre juridique, nécessairement, qui est le soubassement de l'entité politique. Donc, il y a eu un cadre juridique pour, justement, organiser cet espace sur le plan politique. C'est ainsi qu'on a remis à Léopold II le quitus, donc le tutorat, évidemment en donnant un cadre juridique pour organiser le pouvoir de cet État. Et Léopold II, évidemment, comme il était quand même un fin politique, lui, dans son ambition, il voulait donner à son pays, la Belgique, une colonie, parce que c'était à la mode à cette époque-là. Les puissances européennes avaient presque des colonies, la Hollande, la France, l'Angleterre. Bon, Léopold II, qui appartenait à la famille royale, enfin à la couronne de Saxe-Cobourg, qui dominait donc l'Europe à cette époque-là, voulait aussi avoir une colonie pour son pays, la Belgique. Et nous allons parler avec son cousin, le prince Bismarck, qui était le chancelier de l'Allemagne. Bon, c'est ainsi qu'ils ont organisé cette conférence à Berlin. Son cousin, le prince Bismarck,
qui a pesé de son poids pour remettre à son cousin Léopold II la gestion de l'État indépendant du Congo. Voilà. Après cela, les autres États, la France, l'Angleterre, les États-Unis, commerçaient librement, sans se faire la guerre, sans conflit, rien du tout. Mais déjà, à ce jour, est-ce que cette propriété-là qui était accordée aux puissances, on n'a pas de la communauté internationale, c'est-à-dire tous les États du monde? Oui, bien sûr, c'est ceux qui pouvaient faire leur commerce. Le Japon a signé après l'acte de Berlin, donc un pays comme le Japon était aussi avait des intérêts aussi à avoir dans cet espace-là. Donc, ils ont donné à Léopold II ce pouvoir, et lui, il a organisé cet espace. Il s'est couronné le roi souverain, il n'a jamais mis pied, mais il a organisé cette entité en fonction de ses intérêts personnels d'abord, et puis il a donné des concessions à des différentes entreprises occidentales pour leurs activités économiques. C'est ainsi que on a créé des compagnies à charte, donc on donnait des concessions à des multinationales moyennant royalty auprès de la couronne. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le Katanga qui a été cédé, par exemple, à l'Union minière du Haut-Katanga, qui était une filiale de la Société Générale de Belgique. Eh bien, l'Union minière avait la concession de tout le Katanga pour gérer administrativement, faire ses activités économiques, ainsi de suite. Vous avez le comité national du Kivu, après que la Belgique ait récupéré la colonie, donc a eu sa colonie qui était le Congo belge, a créé par exemple le comité national de Kivu pour exploiter toute la province du Kivu. Bref, il y avait d'abord des motivations économiques au départ. Et le roi Léopold II, dans sa ruse politique, il a su gérer cet espace comme son bien personnel. Évidemment, suite au scandale, aux différentes dérives de ses employés dans la colonie, la communauté internationale a fait pression. Le roi a été obligé de céder cette, entre parenthèses, cette propriété à la Belgique, évidemment aux grandes dames des pays comme la France qui espéraient récupérer le Congo. La Belgique a repris donc le Congo et a fait du Congo sa colonie, en violant subtilement différents aspects juridiques qui faisaient le soubassement de l'État indépendant du Congo. Il en a fait une colonie, alors que ce n'était pas destiné à être une colonie. Mais quand le Congo est devenu une colonie, est-ce que le libre commerce a cessé ou il a continué? Le libre commerce a continué avec des réticences stratégiques, évidemment, de la Belgique, qui était devenue le pouvoir dominant. Donc, en favorisant plus des milieux d'affaires belges et un peu européens, et jusqu'à l'indépendance du Congo le 30 juin, l'État indépendant, donc l'État qui est issu du 30 juin 1960, était dans l'ignorance de tous ces aspects juridiques. Nos parents qui ont lutté pour l'indépendance, les Kasavubu, les Lumumba, tout ça là, étaient dans l'ignorance totale de tous ces aspects juridiques autour de l'État du Congo. Dites-nous un peu, est-ce que déjà le fait pour un État, pour un peuple, d'accéder à la souveraineté nationale et internationale, n'a-t-il pas abrogé cette
l'acte qui consacrait le Congo comme étant bien de la communauté internationale. L'accession à l'indépendance. Le Congo, dès sa création, était un État reconnu en droit international. Indépendant. Oui. C'était déjà un État indépendant. Et avec le principe de continuité de l'État. Hein? C'est-à-dire que tous les aspects juridiques, tous les engagements, tous les droits et devoirs de cet État qui a été créé en 1885, dès lors que nous avons repris cet État le 30 juin 1960, il y a le principe de continuité de l'État. Donc tout ce qui avait été décidé oui. est automatiquement repris oui. de plein droit. Oui, bien sûr. Mais il y a l'aspect politique. Il y a l'aspect politique, c'est-à-dire que dans la gestion maintenant de ce nouvel État qui sort du 30 juin 1960, il y a cet aspect politique. Est-ce qu'il faut tenir compte de tous ces aspects juridiques qui étaient à la base de la création de l'État indépendant du Congo? Ça, évidemment, point d'interrogation, parce que d'abord, l'ignorance de nos dirigeants de cette époque, de tous ces aspects, hein, il faut attendre l'arrivée de Mobutu en 1965, qui veut mener une politique nationaliste et qui va découvrir que nous étions, nous les autochtones, les indigènes, nous étions sur un territoire qui ne nous appartenait pas, au fond. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va le dire, quand on a accédé à l'indépendance, on était étranger. Pas étranger. On était sur un territoire qui n'était pas le nôtre. Non, c'est-à-dire que, voilà la subtilité juridique. Oui. Il y a trois composantes dans cette entité, dans cet État indépendant du Congo. Oui. Il y a la communauté internationale. Il y a le pouvoir étatique, donc Léopold II d'abord, et puis le pouvoir colonial. Et puis, il y a les autochtones, dont les indigènes. Oui. Donc, ce sont les trois composantes qui avaient cette propriété commune. Hein? Donc, vous avez la communauté internationale, le pouvoir régnant et la famille, donc les autochtones. Donc, il y avait trois composantes qu'il faut prendre en considération. Donc, nous, quand on a l'indépendance, on était d'abord dans l'ignorance de ces aspects juridiques. Les Kassavou, les Lumumba, tout ça là, ils avaient un narratif dans ce courant indépendantiste, nationaliste, tout ça là. Ils ignoraient qu'il y avait des dessous des cartes. Vous comprenez? Si bien que quand Mobutu arrive en 65, il veut mener, parce que de 60 à 65, c'était le chaos. Le pays était vraiment dans les dérives. Hein? Et il y avait la sécession katangaise, soutenue par l'Union minière du Haut-Katanga, la sécession du Kasaï, soutenue par la Communière, la Miba, tout ça là, et puis le Kivu qui était aussi, qui tendait vers une sécession, soutenu par les milieux du Comité national du Kivu. Bref, Mobutu arrive en 65, il dit qu'il va mettre fin à tout ce désordre, il veut mener une politique nationaliste sur le plan économique, et il s'ébute justement à ces réalités juridiques. Hein? Ça dit que... On informe que le Congo appartient déjà au monde entier. S'il veut prendre une décision, par exemple au Katanga, on lui fait comprendre que non, là-bas, c'est une entité, c'est la chasse gardée de l'Union minière du Haut-Katanga. S'il veut aller au Kasaï, on dit, mais non, là, hein, c'est la communière, ainsi de suite, tout ça. Oh, tiens. Il veut aller au Kivu, on dit, mais non, mais là, vous avez des concessions gérées par le comité national du Kivu, coordonnées par cette entité financière. Bref, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et là, ces jeunes conseillers vont lui faire comprendre que nous pouvons user du principe de la souveraineté d'un État reconnu en droit international, c'est-à-dire le principe que
un État reconnu en droit international et souverain. Donc nous pouvons prendre une décision souveraine et tous les autres États sont obligés de l'accepter. C'est ainsi qu'on a fait voter au Parlement élu la loi Bakajika en 1966. Donc la loi Bakajika qui faisait du sol et du sous-sol la propriété de l'État congolais. En contradiction évidemment avec les intérêts de ceux qui sont à l'origine de la création de cet État. État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo. Jusqu'à cette époque-là, Oui. quand cette décision est prise, cette Oui. loi votée, alors le Congo devient automatiquement, Oui. excusez-moi, le Congo devient de plein droit Oui. propriété des Congolais. Oui. Et donc tous ces grands groupes-là, Oui. le monde entier, la communauté internationale perd un bien aussi précieux. Mais bien sûr, mais c'est là que les différentes problématiques politiques vont commencer à se poser, sérieusement. Vous comprenez? Rappelez-vous du combat de Mobutu. Mobutu, le combat qu'il a mené, comme il le disait lui-même, contre la haute finance belge, la haute finance internationale, la nationalisation de l'Union minière du Haut-Katanga, ainsi de suite, tout ça. Bah, bref, on a connu cette époque-là. Il y a eu le contentieux belgo-congolais pour essayer de régler tous ces aspects juridiques, parce que il y avait quand même un patrimoine. Déjà, pendant la période coloniale, la gestion du Congo était autonome. Donc le patrimoine financier congolais était autonome par rapport au patrimoine belge, par rapport à l'État belge. Donc il a fallu maintenant régler tous ces problèmes, tous ces contentieux. Et là, évidemment, on va découvrir toutes ces contradictions juridiques, ainsi de suite, tout cela. Et ça devient maintenant un problème politique, sérieux problème politique. Le gouvernement belge va mener des pressions contre le régime de Mobutu. Bref, on connaît cette période tumultueuse, tout ça, et jusqu'à la déstabilisation, donc aux tentatives de rébellion, aux tentatives de coup d'État, à la déstabilisation avec ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs. On affaiblit Mobutu. On va le voir, on dit, bon, si vous voulez qu'on vous donne un ballon d'oxygène politique, vous allez supprimer la loi Bakajika. Mobutu a refusé. Il a dit, je préfère que vous marchiez sur mon corps, mais jamais je peux supprimer cette loi. Parce que nous avons repris nos terres, disons là, nous sommes propriétaires de nos terres et nous ne pouvons pas supprimer cette loi. Mobutu A été mis de côté. a été évacué, Laurent Kabila monte au pouvoir. Bon, on va lui faire comprendre qu'il doit d'abord commencer par supprimer la loi Bakajika s'il veut avoir le soutien, tout ça. Mais qui exactement, parce que le téléspectateur qui nous suit, M. Bassili, qui exactement était le porte-voix de tous ces intérêts-là, qui venait discuter avec nos chefs d'État pour dire, voilà, vous devez supprimer parce que vous risquez ceci, cela. C'était qui était le messager, justement? Mais le garçon de course, comme on peut dire. C'est ça. Le garçon de course. Ben, évidemment, c'est le milieu belge. Ben, c'est la puissance coloniale, non? Oui. Donc on passe par la Belgique. On dit, ben, écoute, vous qui avez colonisé ce territoire-là, essayez un peu de faire des pressions là-bas, parce que nous, on veut investir, on veut continuer dans nos affaires, dans l'esprit de la conférence de Berlin. Voilà. Bon, donc, c'est toujours ces milieux belges qui vont voir Joseph Kabila, après le décès de son père, pour lui faire comprendre que, bon, si vous voulez avoir le soutien, notre soutien, puisque vous n'êtes pas élu, donc vous n'êtes pas légitime, mais nous pouvons vous faire cette légitimité à condition de faire supprimer la loi Bakajika.
C'est ce qu'il a fait. Joseph Kabila a accepté de supprimer la loi Bakajika. Mais lui, il ne connaissait pas tous ces enjeux. Mobutu a refusé, oui. Laurent Désiré Kabila a refusé, oui. Mais lui, il vient... Bon, il n'a pas de légitimité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de légitimité. On lui fait pression politique. On dit, bon voilà, votre mentor est venu nous voir, Mugabe, pour vous soutenir, mais nous avons des conditions. Et la condition principale, c'est d'abord supprimer la loi Bakajika. Et tous ceux qui avaient perdu leur titre foncier reviennent dans leurs droits, dans l'esprit de la conférence de Berlin. Donc voilà. Le Congo redevient à nouveau propriétaire justement de la communauté internationale. Copropriétaire, si on peut dire. Copropriétaire. Oui, puisqu'il faut... C'est-à-dire qu'au départ, il y a la communauté internationale, il y a l'État, le pouvoir établi, et il y a les autochtones, les indigènes, les Congolais, quoi. Donc il y a 3 composantes. Hein? Donc vous avez ces 3 composantes, au départ, qui ont fait cet État, l'État indépendant du Congo. Est-ce qu'on doit condamner Kabila, Joseph, aujourd'hui? Non, je ne le condamne pas. Non, juste en termes... Je ne le condamne pas. Devant le tribunal de l'histoire, est-ce qu'on dira qu'il a été celui qui a redonné le Congo aux multinationales ou à ses... Non, je ne le condamne pas parce que, d'abord, il était dans l'ignorance, ça c'est certain. Il ne comprenait pas... Il ne savait pas ce qu'il faisait. Ben, ça dit que les dessous de cartes. Hein, vous savez, Kabila, il n'a pas grandi au Congo. Hein? Bon, il arrive au pouvoir dans les conditions qu'on connaît. Est-ce qu'il connaissait l'histoire économique du pays? Je ne pense pas. Est-ce qu'il était bien encadré sur le plan disons, de la technicité des juridiques, politiques, pour comprendre tous les enjeux autour de notre pays? Je ne pense pas. Mais on lui fait comprendre que vous n'avez pas la légitimité d'être président de ce pays. Si vous voulez qu'on vous soutienne, qu'on fasse que vous devenez légitime comme chef d'État, voilà les conditions que nous vous donnons. Bon, il a demandé à ses conseillers, bon, il dit, écoutez, bon, voilà, on va réunir le Parlement des nominés qui se réunissait à Lubumbashi, et là, on va supprimer la loi Bakajika. Voilà, et puis tous ceux qui avaient perdu leurs droits étaient revenus. La Constitution de 2006 dit que l'État exerce la souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, l'espace aérien. Oui, mais la souveraineté n'est pas la propriété. Nous sommes avec la loi Bakajika, on était seul propriétaire. C'est l'État congolais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part conflit de concept, dans le concept? Oui. On dit souveraineté permanente, oui, et propriété. Est-ce qu'il n'y a pas conflit en termes de... Mais la souveraineté, ça dit que vous avez le plein pouvoir. Vous avez le pouvoir d'exercer votre autorité sur un espace, voilà, sur une entité. Voilà. Donc ça dit que émettre des lois, oui, sanctionner, ainsi. Vous êtes souverain. Le pouvoir, l'État est souverain, oui, dans cet espace-là. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais la propriété, ce n'est pas, elle est différente de la souveraineté. Mais pour exercer la souveraineté sur un espace, il faut d'abord être Je prends un exemple. Oui. Il y avait un homme d'affaires japonais qui était propriétaire d'une île à côté de la Chine, qui était donc un territoire chinois. À l'époque où la Chine était dominée par les Anglais, tout ça là, bon, lui, c'est comme si, tu es propriétaire de Hong Kong. Mais lui, il était propriétaire d'une petite île là. Mais, qui était sur le territoire chinois. Et il a vendu son île à l'État japonais. Et l'État japonais, pour emmerder la Chine, est venu planter son drapeau. Vous comprenez?
Donc, quand vous êtes propriétaire, vous pouvez aliéner ce bien. Alors, vous avez ce droit d'aliéner ce bien. C'est votre propriété. C'est plus que la... La souveraineté ici, ça dit que vous exercez... On peut vous le ravir aussi. Bien sûr, c'est clair. Puisque la souveraineté, c'est le regard des autres puissances. Hein? C'est-à-dire qu'on respecte ta souveraineté, mais tout comme on peut aussi marcher sur ta souveraineté. On a vu le cas de Venezuela, non? Hein? Les Américains ont violé la souveraineté de l'État vénézuélien. C'est-à-dire que ça, c'est le regard des États-Unis. Il dit, pour nous, ce pays-là n'est plus souverain, on va arrêter son chef d'État, on l'amène. On va l'arrêter chez lui, puis on l'amène chez lui. Donc, on a violé la souveraineté. Donc, la souveraineté, c'est le regard des autres. Toi, tu peux te proclamer souverain. Mais si tu n'as pas la force d'assurer ta souveraineté, hein? Par exemple, tu es Congo, tu es l'État congolais. Tu dis, oui, nous sommes souverains, d'accord. Oui, mais si tu n'as pas cette force, cette capacité, si tu n'es pas un État viable et responsable, les autres peuvent violer ta souveraineté. Ils peuvent marcher sur ton pays, tes espaces, tes terres, te confisquer même des espaces. Hein. La souveraineté, c'est le regard des autres vis-à-vis de toi. Tu comprends? Ce n'est pas un acquis. La souveraineté n'est pas un acquis naturel, non. Il faut que tu t'affirmes devant les autres. Le rapport de force. C'est un problème de rapport de force. Aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que le Congo appartient au monde entier. Oui, si on part... parce que la loi Bakajika a été supprimée. Oui, bien sûr, ça a été supprimé. Il y a même des juristes qui disent non, c'est supprimé. Puisque la loi Bakajika était dans la Constitution. On l'a retiré de la Constitution. On l'a retiré de la Constitution. Et pour flouer les Congolais, on dit, bon, l'État congolais souverain, tout ça. Ah, non. Ça c'est pour flouer les Congolais. Puisque les gens s'agitaient. Il y a eu ce débat-là. Hein? Nous, on a participé à ce débat. On a mis en garde nos amis qui étaient dans ce parlement dénominé là, qui s'est réuni à Lubumbashi. Il faut faire attention parce qu'on vous a appelé, on vous a convoqué pour ça, vous devez supprimer cette loi. Malheureusement, cette loi a été supprimée. Bon, ça, ce sont des réalités politiques. Hein? C'est un problème de rapport de force. Et donc, Laurent Désiré Kabila a aussi été tué parce qu'il a refusé. Je ne sais pas pourquoi il a été tué. Mais tout est que... c'est possible. Je n'ai pas dit ça. C'est possible que ce soit parmi les... C'est possible, peut-être, on ne sait pas. L'histoire peut-être jugera. Mais en tout cas, Laurent a refusé. Laurent a refusé et son fils a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Et après, bon, quand il a accepté, bon, on a tout fait pour le légitimer, le faire élire, tout ça là. On nous a donné une constitution, tout ça. Bon. Et puis, quand il constate que il a été floué... Ah, c'est plus tard qu'il a... bien sûr. Mais quand il va aller vadrouiller chez les Chinois, hein? C'est commune. Avec cette... Il va signer des contrats avec les Chinois. On lui a fait comprendre que, mais, mon cher ami, c'est quoi ça? Tu vas aller voir les Chinois là, c'est quoi encore? C'est là qu'il était en porte-à-faux avec les intérêts des Occidentaux. On lui a fait pression pour qu'il quitte le pouvoir. Hein? Oui. Mais est-ce que ça sera facile aujourd'hui que nous puissions revenir à la loi Bakajika? Ça ne sera pas facile, hein, parce que ceux qui ont repris ou qui ont cédé leurs droits, leurs titres fonciers, tout ça, les mécanismes juridiques au niveau international ont évolué. C'est-à-dire que si demain, nous nous engageons encore dans ce combat pour récupérer, disons, cette propriété, ben, nous allons nous buter à des législations internationales, parce que tout ça, ce sont les plus forts qui élaborent les textes. Donc il faut s'attendre à un combat qui ne sera pas facile. Ça c'est clair.
Mais pourquoi c'était facile à l'époque de Mobutu? Pourquoi il a fait aussi simplement? C'était une époque d'abord de la guerre froide. Hein? Vous savez, les Occidentaux, ils disent ceci, la décolonisation a été un épiphénomène de la guerre froide. Hein? Ça a été une étape historique. Et au moment de la guerre froide, la Russie, la Chine, tout ça, là, ils ont fait pression au niveau des Nations Unies pour qu'on donne l'indépendance aux pays africains, aux pays asiatiques colonisés. Bon, maintenant, la guerre froide est finie, est dépassée. Oui. Ils ont maintenant d'autres stratégies de reconquête impériale. Hein, parce que c'est dans leur ADN. Hein. Hein, ils veulent toujours avoir la suprématie politique et économique. Donc, ils élaborent des stratégies à court terme, à moyen et à long terme. Et si nous restons comme des babouins dans le parc Virunga, c'est-à-dire que sans conscience politique, ben, nous serons toujours les dindons de la farce. Dans ce jeu, surtout à une époque où c'est la globalisation, la mondialisation, donc nous devons comprendre les enjeux. Et sur ça, nous devons savoir danser avec toutes ces puissances. Comprendre les enjeux, tout ça là, comment tirer notre épingle de tous ces jeux économiques, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, il y a cette problématique de l'insécurité dans la partie est du pays. Il y a on va dire des vocables ou des expressions selon lesquelles les multinationales sont en train de soutenir le Rwanda pour piller le Congo. Il y a des multinationales qui sont... c'est eux qui se cachent derrière cette confusion. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe et le fait que la loi Bakajika a été supprimée? Le Congo appartient à nouveau à la communauté internationale. Ben, vous savez, souvent en politique, un homme politique invente des narratifs pour justifier son action, pour justifier sa politique. C'est normal. Oui. C'est humain, ça fait partie de l'humanité, ça a toujours été ainsi. C'est comme par exemple pour venir coloniser l'Afrique, ils ont dit nous allons combattre l'esclavagisme. Donc il y avait une raison philanthropique. Bon. Maintenant, pour revenir en Afrique, pour reconquérir l'Afrique, reconquérir entre parenthèses, pas comme à l'époque coloniale ou précoloniale, non, mais essayer d'avoir créé, disons, des zones de vassalité au niveau de l'Afrique. Ils ont des stratégies. Et si nous sommes distraits, nous serons embarqués dans leur stratégie, ça c'est clair. Bon. Ce qui se passe à l'Est, quand vous analysez les tenants et les aboutissants, il y a d'abord un fait évident, c'est que nos différents acteurs politiques sont dans l'ignorance de tous ces enjeux géostratégiques. Hein? Bon, ça c'est un. Ils agissent à l'interne, ils se battent pour le pouvoir, pour leurs intérêts au niveau national, tout ça là. C'est comme vous achetez 1000 hectares à Maluku, vous mettez les vaches, les cochons, les moutons, les chèvres, les poules, tout ça là, vous voulez faire un grand ranch pour vos activités économiques. Mais les bêtes qui sont dans ce ranch sont dans l'ignorance totale de vos objectifs, des enjeux. Ils connaissent, ces bêtes, ils sont dans l'ignorance de vos objectifs. Ils se battent elles se battent là entre elles pour leur pitance, tout ça là. Mais
Vous savez pourquoi vous avez mis ces bêtes-là. Le Congo, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un espace dont nous ne maîtrisons pas les enjeux géostratégiques et à l'interne, nous nous écorchons pour le pouvoir. Bon. Maintenant, prenons les cas de l'Est là. C'est la zone, le Kivu est la zone où il y a plus des ONG internationales. Un exemple. Hein? Donc, avant évidemment la rébellion de l'AFC M23, il y avait plus des ONG à l'Est que par exemple au Bas-Congo ou au Kasaï. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est une zone vraiment stratégique pour ces puissances occidentales. Comment? Stratégique pourquoi? Et comment? Je fais une petite rétrospective historique. Oui. Vous savez que quand le pouvoir colonial belge a découvert le Kivu, ils ont dit, tiens, ça c'est vraiment le merveille du monde. Nous allons faire de cette province la Suisse pour les Européens, et particulièrement les Belges. Le Kivu? Le Kivu. C'est ainsi qu'en 1928, ils ont créé le comité national du Kivu. Pour rendre du Kivu, comme... Pour exploiter le Kivu, c'est-à-dire qu'un holding financier pour l'exploitation du Kivu, comme ils ont fait au Katanga, avec l'Union minière du Haut-Katanga. Bon, donc, le comité national du Kivu. On a déplacé des populations congolaises, des indigènes là, pour occuper des espaces. Ça a évidemment déstabilisé toute la région du Kivu, sur le plan démographique, sur le plan politique, ainsi de suite, tout ça là. Au niveau local, hein, je parle ici du niveau local. Des populations entières ont été déplacées pour donner des espaces à des coloniaux. Hein? Le comité national du Kivu. C'est un holding financier qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et qui a les mêmes droits sur l'espace. Mais bien sûr que le comité national a eu à avoir des intérêts dans le Kivu, non? Hein? Si vous allez fouiller dans le livre, dans ce livre du professeur Banza, par exemple. Banza Malali. Oui, les aspects juridiques dans les enjeux de crise congolaise. Ça, c'est un travail original et je recommande à tous ceux qui veulent comprendre nos crises, nos misères, tout ça là, d'aller fouiller dans ce livre-là. Hein? Mais malgré ce qui se passe là-bas, les tueries, pour eux, ça ne leur dit rien. Mais les comités nationaux du Kivu. Mais non, mais quand il s'agit de l'argent, de finances, vous pouvez vous entretuer là-bas, tant que c'est entre vous les nègres là. Bon, ils vont faire le bon office là, que bon, écoutez, il y a l'humanité, il faut respecter la vie, ainsi de suite, tout ça là. On va vous aider, les ONG, on va vous donner les médicaments, tout ça là. Mais dans l'entretemps, on vous arme, on vous vend les armes, on vous incite, allez vous écorcher, allez vous entretuer. Ils sont derrière tout ça là. Si vous voulez faire les guerres, ils peuvent même vous fournir les armes gratuitement. Hein? Ils peuvent vous fournir les armes gratuitement. L'essentiel, c'est qu'il y a le chaos là-bas. Mais dans ce chaos-là, est-ce que les minéraux ne sont pas exploités? Hein? Artisanalement, ces minéraux sont exploités, non? Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, ces minéraux, ça sort dans tous ces pays limitrophes-là. Ça passe par tous ces pays limitrophes. Est-ce que... quel est votre regard par rapport au Rwanda? Ben, le Rwanda, c'est un pays, vous savez, qui a une longue histoire précoloniale. C'est une entité politique millénaire qui est arrivée à façonner une nation, une seule nation, hein, par rapport aux autres. Hein. Disons, le Rwanda et le Burundi, ce sont les deux pays de la région qui sont arrivés à façonner
une nation, une seule identité culturelle, ainsi de suite. Bon. Mais il y a eu les effets de la colonisation qui ont fait que ils ont déstabilisé l'harmonie sociopolitique de ces deux pays. Hein? Et qu'ils sont arrivés à des drames où on a connu le génocide de part et d'autre. Au Burundi, c'était le génocide contre les Hutus. Au Rwanda, c'était les génocides contre les Tutsis. Bref, ça a déstabilisé les deux pays. Et comme ces deux pays avaient un impact socio-historique avec le Kivu, hein, pour des raisons culturelles, ainsi de suite, tout ça là, depuis l'indépendance, par exemple, du Rwanda, le Rwanda de Kayibanda, le Rwanda d'Abiyarimana, interférait dans les affaires sociopolitiques du Nord Kivu. Ça, c'était connu. Donc, il y a eu toujours ces influences. Et avec ce drame de génocide, il y a eu cet impact. Et cette idéologie, disons, raciste, de race, a impacté la région du Kivu, avec toutes les conséquences, tous les drames que nous connaissons. Bon, bref, l'instabilité dans ces deux pays, dont le Rwanda et le Burundi, a eu un impact négatif à l'est du pays. Bon, malheureusement aussi, dans cette évolution post-coloniale, la classe politique congolaise n'était pas à la hauteur pour contenir ces dérives régionales. Hein, par exemple, si le Zaïre de Mobutu était devenu une puissance, un État viable et responsable, le Zaïre pouvait empêcher le génocide au Rwanda et au Burundi en intervenant. C'est un exemple que je donne. Bon, bref, le Congo, le Zaïre et puis le Congo n'a pas su contenir les débordements, les dérives qui venaient du Rwanda et du Burundi. Bon. Maintenant, un pays comme le Rwanda a connu ce drame. Cette idéologie est devenue une pesanteur anthropologique. Hein, c'est entré dans l'univers mental d'une partie de la communauté rwandaise qui a influencé même une partie de la communauté congolaise dans le Kivu. Bref, c'est vraiment une pesanteur post-coloniale, une pesanteur anthropologique. Et que nous devons nous battre pour essayer justement d'endiguer cette idéologie qui est suicidaire pour toute la région et pour l'Afrique. Parce que le cœur de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale, c'est le Congo, c'est les Grands Lacs, la région des Grands Lacs, tout ça là. Donc si nous n'arrivons pas à contenir cette culture de la mort dans cette région, eh bien c'est toute l'Afrique qui va en pâtir. On va peut-être finir, je crois qu'on a vraiment traversé vraiment beaucoup de réalités, beaucoup d'aspects que vous avez évoqués tantôt, mais je pense qu'on aura une peut-être seconde émission par rapport justement à ça. On peut aller peut-être un peu plus lentement sur chaque aspect pour que ça soit beaucoup plus clair. Mais déjà, pour la population qui est en train de nous suivre en ce moment, j'aimerais que vous puissiez peut-être regarder la caméra pour un message. Quel est le message principalement qu'ils peuvent retenir de ces révélations qu'on vient de faire aujourd'hui? Le message, c'est que nous devons amorcer d'abord la paix. Hein? Parce que ce chaos profite à ceux qui veulent, qui aiment l'Afrique, comme je dis, ceux qui aiment l'Afrique sans les Africains. Hein? Ce désordre-là, ça les arrange. Bon, ils peuvent profiter de nos matières à vil prix, tout ça là, et n'oublions pas que ces matières s'épuiseront un jour. Donc, le peu que nous pouvons récolter de cette rente de nos ressources naturelles, nous devons investir dans la formation de nos enfants. Parce que nous sommes maintenant dans l'ère de la civilisation de la connaissance.
ce qui est important, c'est de former l'homme congolais, avec la petite rente qu'on peut récupérer dans nos matières premières. Un pays comme la Suisse n'a pas de minerais. Le Japon n'a pas de minerais. Mais c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Donc, le peu que nous pouvons récupérer, c'est d'investir dans l'épanouissement de l'homme congolais, de l'humain congolais. Ça, c'est très important. Ensuite, le développement, au fond, c'est quoi? Le développement, ce n'est pas la richesse, non. Le développement, c'est la maîtrise de notre environnement pour notre bien-être. Il suffit qu'on améliore la qualité de l'humain congolais pour qu'il arrive à maîtriser son environnement. Et c'est ça, il posera les bases de son développement pour son bien-être. Donc je crois que ne soyons pas pessimistes, essayons de transcender nos animosités, hein, notre irrationalité, nos sentiments, la haine, tout ça là, pour voir en l'autre un humain comme nous, qu'il faut respecter, qu'il faut aimer et construire ensemble cette Afrique, cette humanité. Au fond, c'est ça. Bon, moi, je crois que au stade actuel de cette péripétie historique de 65 ans de dérive, même si nous avons perdu la propriété de nos terres, la propriété exclusive de nos terres avec la suppression de la loi Bakajika, mais nous pouvons continuer à œuvrer avec toutes ces multinationales qui œuvrent pour leurs intérêts, mais nous aussi, si nous sommes intelligents, nous pouvons tirer notre épingle dans ce jeu géostratégique. Voilà un peu le message. En tout cas, merci beaucoup, M. Basile Diatezoa. Vous êtes chercheur et vous êtes également, vous suivez votre observateur et commentateur aussi des questions d'actualité. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et je vous remercie aussi de m'avoir accueilli. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, bien sûr. Bien sûr. Merci énormément. Merci aussi à la grande équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission avec notre invité. Portez-vous bien, les programmes restent continus sur votre chaîne de télévision. Bravo, au revoir et à très bientôt. J'ai l'impression qu'on nous a laissé beaucoup de temps. Ah bon, hein? Ouais, un peu.